L'eau recouvre environ 70% de la surface terrestre et représente plus de 70% de notre masse corporelle. Quantitativement, l'eau est de loin l'élément le plus important sur notre Terre. 4,4 milliards de mètres cubes, c'est le volume annuel de la distribution d'eau potable en France. L'eau du robinet est l'un des biens de consommation les plus sûrs et les plus contrôlés du monde. Au fil de l'eau, au cœur de la Bourgogne et de la Franche-Comté, de la source d'Arcier à Besançon à la source du Rosoir à Dijon, nous découvrirons le lien étroit qui unit les deux villes. Comment, à des siècles d'intervalle, ces villes ont connu le même problème d'alimentation d'eau. Éliane Lochot, conservateur en chef des archives municipales de Dijon, et Gérard Trouche, ancien enseignant-chercheur à AgroSup Dijon, étudient un document historique, l'extrait d'acte de naissance d'Henri Darcy. Voilà Gérard, un des fameux puits qui permettait d'alimenter en eau le Palais des Ducs. Alors des puits de ce type, vous en trouverez dans toutes les cours des hôtels particuliers dijonnais, parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité de se fournir en eau plus ou moins potable d'ailleurs. Nous n'avons effectivement pas de grandes rivières qui traversent notre cité, donc on avait un seul système d'alimentation en eau, des puits. Et puis il n'y avait pas que ça. Les gens rejetaient l'eau dans le terrain et comme ces puits sont à faible profondeur, l'eau était polluée. Et donc les problèmes de maladies, il y avait eu des choléras, il y avait eu des dysenteries. Le problème de l'alimentation en eau potable à la ville de Dijon est un problème récurrent à Dijon depuis longtemps. Vous avez raison, on en parle déjà à l'époque du Cal. Les textes sont très nombreux, ils évoquent donc non seulement le manque d'eau, mais aussi ce que l'on n'appelle pas la pollution, mais qui est bel et bien de la pollution, avec toutes les maladies induites par ces pollutions, les fameuses épidémies. Alors au XVIIIe, on sait qu'il y a un lien entre les épidémies et la mauvaise qualité de l'eau, mais on ne sait pas comment remédier à cette difficulté. Le conseil municipal avait quand même conscience de ces problèmes. Le conseil municipal a conscience de ces problèmes, d'autant plus que dès 1832, nous avons une grosse crise ici, une épidémie de choléra. Donc évidemment, il faut trouver des solutions et c'est à ce moment-là qu'on se décide de faire appel à un ingénieur, Henri Darcy, qui est dijonnais de naissance. Qui est dijonnais. Historiquement, le développement des villes s'opère le long des rivières et des fleuves. La présence de l'eau offrit aux premières cités les avantages d'une ressource permanente pour ses habitants. On comprend donc bien pourquoi l'accès à l'eau est une problématique majeure qui permettra ou non le développement d'une ville. Avec une recherche de plus de 2 années, Henri Darcy choisit la source du Rosoir dans le Val-Suzon pour alimenter la ville de Dijon. Un choix judicieux aux problématiques multiples qui saura révéler les talents de l'ingénieur hydraulicien. Nous y voilà. La source initiale, la source du Rosoir, la source historique, le point de départ de toute l'eau. Alors on a du mal à imaginer quand même une source ici. Ah oui, mais regardez le relief. Vous voyez ce petit creux? On imagine bien qu'il y ait de l'eau quand même qui sort. Ce qu'a dû faire Darcy, pour ne pas mélanger les eaux du Suzon, les passer en siphon, par-dessous. Et donc il a un peu recreusé l'intérieur, il a abaissé le niveau d'eau et il a construit une chambre maçonnée qui reprend les plans tels qu'ils sont, très précis. Et à partir de là, l'eau part par cette canalisation dans la vallée du Suzon. En direction de Dijon. Là, Dijon, on est à combien? Une douzaine de kilomètres à peu près. Et le jour d'une inauguration, je crois qu'on a un chiffre assez précis. Oui. On a dit que l'on avait ouvert la canalisation à 12h et à 15h30, l'eau est arrivée à Dijon. Ça nous donne vraiment une précision tout à fait importante sur ce premier passage de l'eau dans les canalisations. Et donc, à partir de là, on a cette conduite enterrée avec de proche en proche des regards. Alors parfois, il y a des édifices dessus, comme celui-là. Parfois, c'est une simple dalle, mais ça permettait effectivement de vérifier, de contrôler, de faire de l'entretien. Et peut-être de traiter. Darcy, finalement, a été un peu victime de son succès. Notamment, l'arrivée du train a fait que Dijon s'est développé, la population montait, et il a fallu, en même temps, trouver d'autres sources d'eau.
pour augmenter le volume disponible. Oui, alors en fait, on est resté toujours sur le cours du Suzon et on est allé un petit peu plus loin, faire un nouveau captage. Il y a eu même 2 captages. Alors Darcy les avait prévus dans son projet, il avait écrit qu'il serait possible sans pour autant réaliser. Donc on a à quelques kilomètres d'ici la source de Sainte-Foy et un peu plus en avant on a la source du Chat. Du Chat, oui. On peut dire qu'aujourd'hui, quand même, l'eau distribuée à Dijon résulte du travail de Darcy. La différence de niveau, d'altitude entre la source du Rosoir, 300 mètres, et la ville de Dijon, 250 mètres, permet à l'eau de gagner son cheminement par gravité, tantôt dans une canalisation enterrée ou en aérien pour traverser le Suzon, mais d'une manière économique, sans l'énergie de pompe. Retour à Dijon, aux archives municipales de la ville. Henri Darcy est très attaché à Dijon et il rejoint Dijon dès l'année 1827. Et là, donc, il est simple ingénieur, mais ingénieur des ponts et chaussées. Et c'est là qu'on lui confie donc cette étude sur un peu la situation de l'eau à Dijon, la façon d'assurer une distribution d'eau potable correcte. Voilà, donc il produit pour le conseil municipal de la ville de Dijon une étude destinée à convaincre les élus de la bonne opportunité de choisir une alimentation en eau depuis Val-Suzon. Tout ça est connu à travers cet ouvrage où il relate la façon dont il s'y est pris. Il donne des chiffres, il donne des arguments. C'est un ouvrage très complet. Une des grandes publications d'Henri Darcy, qui est mondialement connue, je pense, encore aujourd'hui. Alors, une publication qui date de 1856, donc à la fin de la vie d'Henri Darcy. C'est donc bien un ingénieur qui a tout d'abord fait des travaux de recherche, d'expérimentation, et qui ensuite a produit des théories, a théorisé. D'ailleurs, le titre de cet ouvrage, « Les fontaines publiques de la ville de Dijon, exposition et application », des principes à suivre et des formules à employer dans les questions de distribution d'eau. Tout est dit. Historiquement, les sources issues des plateaux calcaires comme le Val-Suzon ont assuré l'essentiel de l'alimentation en eau potable de la région Bourgogne-Franche-Comté et on compte encore un grand nombre de sources captées qui alimentent des agglomérations aussi importantes que Besançon. Les aqueducs romains ont-ils inspiré Henri Darcy ? Nous retrouvons à la source d'Arcier 2 passionnés d'hydrogéologie, Michel Campi et Jean-Pierre Métotal. Et bien voilà Michel, c'est ici que tout a commencé. Mais tout a commencé ici, il y a 20 siècles. L'anniversaire de tout ça, c'est dans 50 ans, donc 19 siècles et demi à peu près. Les Romains occupent, entre guillemets, Besançon. On est déjà dans le début d'une civilisation gallo-romaine. Et la préoccupation d'un Romain, quand il s'installe quelque part, c'est pas de planter des vignes, c'est d'avoir de l'eau en quantité et en qualité. Les consommations sont colossales d'ailleurs. Et il n'y a qu'une source qui offre un débit et une qualité d'eau suffisante, c'est la source d'Arcier. Donc, comme on est en assez bon terme avec l'empereur Vespasien, je ne sais pas pour quelle raison, mais on est en bon terme avec lui, il nous fait un cadeau impérial d'un aqueduc qui va capter ces sources et les amener à Besançon le long d'un aqueduc qui fait 10 km de long. Un ouvrage prestigieux qui, hélas, va être ruiné 5 siècles après Jésus-Christ par les barbares venus de l'Est. Les barbares viennent toujours de l'Est en définitive. Et commencera seulement à ce moment-là le déclin de la ville de Besançon, provisoire bien sûr. Et Besançon va rentrer dans une obscurité médiévale avec des eaux qui vont être souillées, des eaux de puits. Parce que les Byzantins, besonciaux à l'époque, se méfient de l'eau du Doubs. Donc ils prennent quelques mauvaises petites sources en rive droite, quelques puits souillés par les égouts dans la boucle. Mais les épidémies de choléra vont commencer, de typhoïde, et on se rend bien compte assez vite que sans la source d'Arcier, Besançon ne peut pas exister. Bon alors toute cette eau, finalement, d'où elle vient? En fait, elle vient du plateau de Saône, qui est quelques kilomètres vers le sud, et surtout, elle vient d'une zone qu'on appelle le marais de Saône, qui est une zone imperméable drainée par des ruisseaux. Et ces ruisseaux vont se perdre et ressurgir ici. C'est donc une résurgence.
Une résurgence, c'est quand cette eau qui sort ici a déjà coulé à l'air libre dans un endroit en amont. Et voilà, donc ici, manifestement, il devait y avoir un talus d'éboulis et Oui. l'eau sortait à travers l'éboulis. Et les armes de Besançon là-haut est marquée la devise de Besançon, Utinam, plaise au ciel. Là, voilà cette fameuse source. On est dans les entrailles de la bête. Voilà la galerie qui a été forée, creusée pour améliorer la ressource. Elle sort quelques dizaines de mètres plus loin. Et elle va être récupérée ici. Quelques minutes un peu à l'air libre, si on peut dire, on est encore dans le captage. Et elle va filer là-bas, dans une canalisation qui fait 10 km de long, et va arriver à Besançon, après bien sûr avoir été traitée. On dérive ici une quantité d'eau susceptible d'alimenter la totalité de Besançon. Ce qui ne se fait pas parce qu'il faut laisser de l'eau dans le ruisseau de première catégorie, de la source d'Arcier où il y a des truites. Donc il y a un équilibre entre le prélèvement et la restitution au milieu naturel. Et alors, l'aqueduc gallo-romain, où est-il maintenant? Bonne question. Il démarrait par là. Voilà, les Romains ont capté ces eaux des deux sources vraisemblablement et démarre l'aqueduc ici. Là, on n'a plus de traces. Il y a eu des constructions, il y a eu des industries qui se sont installées. Mais, dans le bois ici, et peu de gens connaissent ce site, on a encore quelques vestiges spectaculaires qu'on espère bien rénover. Alors ça, c'est l'aqueduc Voilà. gallo-romain. Et c'est encore C'est debout. 20 siècles que ces pierres ont été posées. Ouais. Extraordinaire. Donc, l'aqueduc est fait de telle manière qu'il y a deux murs verticaux et une voûte dans la partie supérieure. On voit bien le canal ici. Tu vois le canal Oui. ici qui est étanchéifié avec un mortier tuileau, c'est-à-dire D'accord. un mortier très fin, de plus en plus fin vers l'intérieur et additionné de tuiles pilées. Et ça, c'est une étanchéité exceptionnelle, Bon. on n'a jamais trouvé mieux. D'accord. Par là-dessus, on va avoir 4 rangées de moellons, toujours la même structure, au-dessus du niveau de l'eau, et après la voûte, constituée de claveaux énormes. Et tout ça a été tout le long de son cheminement sur 10 km avec une pente de 2 pour 1000, toujours à flanc de coteau, pour des raisons d'entretien. Et il y avait régulièrement des pierres pour aller visiter l'aqueduc, D'accord. pour le nettoyer, parce que ça c'était entretenu. Ça servait de décantation aussi partielle pour l'eau. Et il y avait un périmètre de sécurité où les gens n'avaient pas le droit de venir. C'était très sévèrement géré. Cette pente de 2 pour 1000 est réglée de façon extrêmement rigoureuse depuis la source jusqu'à son arrivée sur les flancs de la citadelle, ce qui permettait d'arroser gravitairement Besançon, les thermes, les fontaines publiques, les villas privées, parce qu'on avait de superbes villas romaines à Besançon qui Bien ont sûr. été exhumées avec des mosaïques magnifiques. Donc voilà, c'est grâce à ça que Besançon devient une cité gallo-romaine Voilà. brillante. Le captage par des galeries très longues, s'étendant sur plusieurs kilomètres, était pratiqué en Perse dès 800 ans avant Jésus-Christ. Et le premier aqueduc romain, captant des sources à Rome, date de 312 avant notre ère. 18 siècles après l'aqueduc de Besançon, Henri d'Arcy adapte ses techniques romaines à la ville de Dijon. Tout le monde connaît la place d'Arcy où se dresse la porte Guillaume, mais peu encore savent que le jardin tout proche recèle l'aboutissement de l'œuvre d'Henri d'Arcy. Sous le parc, un réservoir souterrain recevait, au terme de 12 km de canalisation, les eaux du Val-Suzon. Un réservoir qui retrouve aujourd'hui toute sa modernité. Le réservoir de Darcy fait un volume de 2300 m3. Il a été construit en 1840. Et donc, à cette époque-là, ça a été la première liaison des sources du Suzon pour alimenter les fontaines de la ville de Dijon. Ce réservoir étant d'un petit volume pour une agglomération telle qu'aujourd'hui, Dijon fait 150 000 habitants, l'agglomération fait 250 000 habitants.
Et en plus, il est situé vraiment en centre-ville. Donc fin des années 80, il a été décidé de ne plus l'utiliser pour l'alimentation en eau potable de la ville. Et dans le cadre du tramway, donc en 2012, ce réservoir a été remis en service pour alimenter l'arrosage des espaces verts du tramway. Pour arroser les espaces verts du tramway, on n'utilise pas d'eau potable, mais on utilise l'eau de drainage d'un parking souterrain du centre de Dijon. On lui a donné le nom d'eau verte. C'est simplement de l'eau de drainage qui est stockée au réservoir d'Arcy et qui alimente après le réseau d'arrosage du tracé du tramway. Dans son ouvrage publié en 1856 et intitulé « Les fontaines publiques de la ville de Dijon », Henri Darcy décrit le système d'adduction d'eau mis en place. Son rêve d'ingénieur hydraulicien avait pris forme. Alors, bien voilà une de ces fameuses fontaines. Alors il faut imaginer, du temps de Darcy, quand même, il y en avait 142 dans la ville. Il fallait que chacun puisse avoir de l'eau gratuite et à disposition dans la rue à moins de 50 mètres de son habitation. Ce qui fait qu'il y a une fontaine tous les 100 mètres. Et ça parce que, a-t-il dit, même les plus pauvres qui ont droit au jour et à la lumière comme les autres, et moins de 50 mètres à faire pour aller chercher de l'eau potable. Oui, ça c'est une volonté immédiate de la part d'Henri Darcy, que cette eau soit diffusée, distribuée gratuitement dans les rues. Alors bien sûr, on pouvait s'abonner et avoir l'eau à domicile, hein. Peu de gens ont souscrit, hein, il faut le savoir. Hein. Imaginons l'ampleur des travaux qui sont menés dès 1840 dans les rues de Dijon, dans le Dijon intramuros. On a percé, creusé les voies sur 16 km pour poser donc ces fameuses canalisations d'adduction d'eau. Et alors, les canalisations, c'était un système très astucieux d'ailleurs, avec les deux réservoirs, le réservoir d'Arcy, le réservoir de Montmusard, et en bout du réseau de distribution pour utiliser la pression restante, il avait également fait le jet d'eau de la place, actuellement place Wilson, autrefois oui, place Saint-Pierre. Et donc il avait aussi dans ses ouvrages quelque part un souci d'esthétique. Hein, puisque le jet d'eau et même les édifices qui ont été faits, les petites tours, tout ça... Oui, il y a un petit côté imitation versaillaise. Hein. Voilà, en 1841, on fait d'ailleurs une très jolie fête pour inaugurer ce que l'on appelle la gerbe d'eau de la place Saint-Pierre, à l'imitation de Paris, de Versailles. Bref, on veut se positionner, si vous voulez, parmi les grands. Dijon, à l'époque, permettait de mettre à disposition des habitants 230 litres d'eau par jour, ce qui en faisait quand même la deuxième ville après Rome, en Europe, à avoir une distribution. Oui. Il y avait d'autres villes qui avaient des réseaux de distribution, mais en quantité moindre. Oui. La structure qu'a créée Darcy continue à être utilisée de nos jours. Les eaux souterraines, comme celles du Val-Suzon, sont fragiles et peuvent être soumises à plusieurs formes de pollution. Le cycle de l'eau est donc vertueux si les ressources sont correctement préservées. À l'instar de la spéléologie traditionnelle, la plongée souterraine se révèle de plus en plus importante pour la compréhension de l'environnement. Grâce aux techniques actuelles, il est possible de progresser toujours plus en avant dans les galeries noyées. À Bèze, au nord de Dijon, la source alimente directement la ville en eau potable. Jean-Marc Chaput y effectue une plongée de contrôle dans cette résurgence qui présente une importance vitale pour cette agglomération. Bien entendu, avant consommation, l'eau de ces captages est analysée, filtrée et traitée dans une station. Mais il est primordial d'assurer la protection de ces eaux en amont avec des prélèvements réguliers pour analyse en laboratoire. L'eau, source de vie, parcourt de nombreux kilomètres à travers le sol. Facteur de la création de ces paysages surprenants, l'eau circule de façon spécifique à l'intérieur des calcaires. Les réseaux karstiques sont généralement encore mal connus, mais ont des conséquences sur la qualité et la quantité d'eau disponible. C'est le domaine de la spéléologie subaquatique ou plongée souterraine.
Pour continuer d'avancer, ces aventuriers cavernicoles ont mis au point des techniques d'exploration subaquatique toutes particulières. Ils restent les partenaires privilégiés des scientifiques car ils sont au contact et dans les nappes souterraines. Observer et dénoncer les pollutions et les attaques humaines sur le milieu souterrain demeure donc un engagement de chaque plongée. Si Henri Darcy s'est fait connaître par ses travaux d'adduction d'eau, il a aussi accompli des actions qui détermineront fondamentalement le développement de sa ville natale. En effet, Darcy contribue à l'arrivée du chemin de fer à Dijon. En 1844, il dessine le tracé Paris-Lyon via Dijon en créant le tunnel de Blaisy-Bas au nord de la ville. De 1850 à 1900, Dijon passe de 30 000 à 70 000 habitants et s'il est vrai que la France a la chance d'être considérée comme un pays riche en eau, les épisodes de sécheresse vécus ces dernières années prouvent qu'il est vital de pratiquer une politique locale visant à anticiper l'avenir. C'est pourquoi à la fin du XXe siècle, le Grand Dijon opte pour la diversification des ressources, s'assurant par là même une plus grande sécurité et qualité d'approvisionnement en eau. Et alors Eliane, nous voilà en bord de Saône, finalement c'est un peu le point actuel de l'évolution des travaux de Darcy depuis son époque. Ah oui, là nous sommes à environ 30 km de Dijon. Pourquoi est-ce qu'on vient chercher de l'eau si loin? Eh bien tout simplement parce que la population s'est considérablement accrue par rapport à l'époque qu'a connue Henri Darcy. Puis évidemment cette population n'a cessé de se développer. Elle a régulièrement d'ailleurs habité de plus en plus sur les coteaux, ce qui explique qu'il nous faut aller chercher de l'eau toujours plus loin et toujours plus en abondance. Et c'est au début du XXe siècle que l'on va en quelque sorte changer la technologie. On ne va plus simplement dériver les sources, on va, comme ici, venir puiser l'eau dans cette rivière, la Saône. Oui, parce qu'on est quand même dans un système fondamentalement différent de ce qu'était le système karstique de la source du Rosoir. Là, on est en bordure de la Saône, qui sont des eaux, ce qu'on appelle des eaux de surface, et puis en bordure de la Saône, dans les alluvions récentes, c'est-à-dire on a un matériau très poreux, très filtrant, dans lequel s'établit une nappe en communication, ce qu'on appelle des eaux souterraines. Et dans cette nappe, de la même façon que l'eau circule dans la rivière, l'eau circule ici et la circulation de l'eau obéit à une loi de Darcy. On le retrouve, notre Darcy. Et donc dans cette formation, on fait des trous, on fait des puits qui se remplissent d'eau et on puise l'eau du puits. Mais il faut bien faire attention que quand on extrait l'eau du puits, il ne faut pas en extraire plus que ne fournit la formation alluviale. Sinon, on épuise le puits, on le vide, avec peut-être même d'autres problèmes alentour. Donc là aussi, on retrouve la loi de Darcy. Alors, la loi de Darcy, finalement, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'eau circule dans un milieu homogène, isotrope, saturé, etc. Ça, c'est les conditions. Et elle circule en fonction des différences de pression. Et la différence de pression ici, c'est quoi? C'est l'altitude. C'est la différence de niveau qui fait que l'eau circule. Enfin, c'est une loi qu'on connaît, quand on ouvre la douche, l'eau tombe. Donc l'eau circule toujours dans le sens de la pente. D'accord. D'accord, alors en fait c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs campagnes ici de construction depuis dans les années 30 tout d'abord, puis une trentaine d'années plus tard, et puis encore dans les années 1980, une nouvelle série de captages. Voilà, oui, puisque chaque fois on a un débit limité, donc si on a besoin de plus d'eau, il faut qu'on fasse d'autres puits, et là on a une formation qui est très favorable, puisque le long de la Saône, on a cette formation alluviale, et qui a nécessité aussi de la mettre en défense, c'est-à-dire que vous voyez, toute cette zone-là est protégée. Il y a de la prairie tout simplement parce qu'il ne faut pas non plus polluer l'eau ici de la source. Bien qu'il y ait derrière nous l'usine moderne de traitement des eaux, ce n'est pas vis-à-vis de la pollution, c'est surtout vis-à-vis de la qualité de l'eau. Puisque actuellement, l'eau qui est distribuée aux habitants doit répondre à un certain nombre de normes dites de potabilité, c'est-à-dire en termes de qualité, de propriétés physico-chimiques, mais aussi en termes de sanitaire, de propriétés bactériologiques, bien sûr. À Dijon comme à Besançon, l'eau du robinet se consomme en carafe. D'un point de vue budgétaire, boire de l'eau en bouteille n'est pas très rationnel. L'eau du robinet est non seulement buvable, mais souvent bonne. De plus, elle coûte 200 à 300 fois moins cher que l'eau en bouteille. En 2014, sur les 7 milliards de terriens, entre 2 et 4 milliards n'ont pas un accès satisfaisant à l'eau potable.
150 années après l'œuvre d'Henri Darcy, les ressources en eau restent toujours un enjeu majeur.